Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Je suis au point A, maintenant il faut que j'aille au point B et je vais faire une succession de choses en fait qui vont marcher ou pas, mais qui petit à petit vont m'aider à m'approcher de mon objectif. Mais si je le mesure pas, dans 3 mois je serai peut-être au même endroit mais je le saurai pas. Donc il y a plein de choses que j'ai envie de réussir dans ma semaine ou dans ma journée. En fait je regarde à quel point j'y arrive ou j'y arrive pas. Et ça me permet d'avoir une vision claire et ça me permet de m'améliorer et 2 aussi, ça permet de des fois relativiser où t'as l'impression que tu fais rien de ta semaine ou que t'as pas fait ce qu'il fallait et en fait, t'es à 80% de réussite et quelque part, c'est bien. Maxime Barbier se décrit comme un entrepreneur. Le jour de notre entretien était le premier jour de sa nouvelle vie. Il laissait derrière lui Vertical Station, l'entreprise qu'il avait cofondée après Minute Buzz et vendue à un grand groupe média. Il se disait à l'aube d'une nouvelle aventure. Pour Maxime, la vie est faite d'aventures, des aventures qu'on décide. S'il y a bien un individu qui décide de sa vie, c'est lui. Maxime se lance des défis et il se donne les moyens d'y arriver. Dans notre conversation, il livre les clés et sa méthode pour aboutir à la réalisation de ces challenges. Nous avons parlé de l'importance d'identifier le why, le pourquoi, qui est essentiel à la motivation. Nous avons échangé sur les sujets de collaboration, de mesure, de volonté et bien d'autres clés de la réussite. Maxime cherche à devenir une meilleure version de lui-même. Je vous conseille de le suivre sur les réseaux sociaux, il y est très présent puisqu'il partage avec générosité ses agissements, ses progrès, ses réflexions et ses apprentissages. Je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer et à monter pour vous. À bientôt. Maxime, merci beaucoup de me consacrer du temps cet après-midi. Avec grand plaisir. Merci. Alors, est-ce que déjà tu peux me dire, on commence toujours comme ça, quel est ton métier ? Mon métier, si tu me poses la question, je pense que je répondrais entrepreneur parce que je pense que c'est ce qui me correspond le mieux et c'est ce qui est le plus compréhensible, j'imagine, par tous. Donc je suis un entrepreneur, donc je monte des projets. Mon dernier en date est Vertical Station, plus connu sous le nom de Minute Buzz, que j'ai fait pendant 10 ans. Et avant j'en ai monté d'autres et je pense que j'en remonterai un autre bientôt. Donc je me considère comme un entrepreneur en tant que métier, ouais. Un serial entrepreneur ? Serial, je trouve ça fait très serial killer, ça fait une quête perpétuelle de devoir monter. Minute Buzz, ça m'a pris 10 ans et c'est court ou long à la fois, mais je trouve que c'est une super aventure. Donc si la prochaine boîte met aussi 10 ans, j'ai pas une volonté en tout cas j'ai pas une boulimie de projet. Je trouve ça quand même tellement dur de trouver le bon associé, de trouver le bon projet, qu'au final quand t'arrives à être bien, autant y rester le plus longtemps possible, je pense. Et pourtant, moi, je te connais. Alors, c'est peut-être pas des projets d'entreprise, mais tu as des nombreux projets que tu développes dans le temps. Ouais. Alors, entrepreneur, c'est un skill, on va dire, quelque part. Donc, j'ai le projet entrepreneurial professionnel qui est de monter à bien mon projet pro. Et après, j'ai plein d'autres projets à côté que j'essaie de mener aussi à bien, qui sont des challenges, en fait. Je suis convaincu qu'en fait, au fond de nous, sommeillent des millions de meilleures versions de nous-mêmes et que c'est par le challenge qu'on arrive à les réveiller. Donc, il y a le challenge physique ou mental. Et je m'en fixe plein. 1, ça m'anime. 2, ça montre en fait que tout est possible. Je savais pas nager il y a encore 4 mois et je m'entraîne maintenant sur des triathlons. Donc comme quoi,
avec un peu de volonté, on peut y arriver. Et je suis hyper actif de naissance, donc bosser 60-70 heures sur ma boîte, ça me suffit pas, et j'aime bien faire d'autres choses à côté, quoi. Mais est-ce que ça alimente aussi ton projet professionnel, tous ces challenges que tu te fixes? Est-ce que ça t'aide à être un meilleur toi-même entrepreneur? Ouais, carrément. Déjà, le sport fait partie de mon ADN et de ma vie depuis très longtemps, depuis tout petit, et je pense qu'on a chacun ses moyens d'évacuer le stress et tous les problèmes. Et clairement, le sport m'a aidé dans ma vie d'entrepreneur au quotidien. J'ai besoin de ma séance de sport chaque jour pour voilà, relâcher la pression, penser à autre chose. Et juste me dépenser. Après, j'ai des challenges qui sont pas que physiques. J'en ai un qui est de lire un livre chaque semaine cette année. J'ai appris beaucoup de choses et je pense que tout ça m'a rendu un peu mieux, on va dire. Et donc, si c'est moi l'individu qui est un peu mieux, j'imagine que quelque part, ça sert la boîte. Moi, j'avais suivi ton challenge aussi de mieux répartir ton temps et ton temps de travail, de limiter ton temps de travail et d'être le plus efficace possible dans ton temps de travail. Cette notion d'efficacité, de productivité pour le meilleur et pour l'équilibre. Et pour le pire. Et pour le pire, je sais pas, justement, qu'est-ce qu'il en est? Là, il y a une phrase qui me vient en tête, c'est que tout travail tend à se dilater dans le temps qui lui est imparti. Et en fait, on a une culture française qui est la culture de bosser des longues heures au bureau. Et plein d'études le montrent que dans d'autres pays, type les pays du Nord, scandinaves, en fait, on montre que non, plus tu compresses en fait le temps disponible, plus la personne est efficace. Donc, des fois, ça sert à rien de faire 9h, 21h au bureau. Tu peux faire la même chose en moins de temps, en fait. C'est juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis. Et après, en fait, il y a, quand j'ai eu à l'âge de mes 30 ans, donc il y a maintenant 4 ans de ça, je me suis pris de passion pour le développement personnel, tout ce qui est la productivité, ouais, tous ces sujets-là. Et en fait, j'ai creusé beaucoup le sujet de la notion de temps, de comment en fait aller sur ce sujet que tout le monde dit j'ai pas le temps, mais en fait on a tous 24 heures dans une journée, que tu gaspilles ta journée ou que tu sois très efficace le lendemain, t'as 24 heures, que les gens pensent qu'une journée c'est 9h, 20h et ils oublient qu'en fait c'est pas 18 heures, une journée c'est 24 heures, il y a beaucoup plus de temps dans une journée, et tout ça, ça m'a énormément passionné. Et en fait, en creusant ce sujet, je me suis formé à améliorer en fait ma productivité au sens large, et ça m'a permis de faire rentrer beaucoup plus de choses dans mes journées et dans mes semaines. Et donc voilà, et donc en fait, en changeant quelques petits trucs, on se rend compte qu'on a 30 ou 40% de temps en plus disponible, et donc en fait, on peut faire plus de choses. Donc c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans la pratique. Qu'est-ce qui a marché pour toi? Quel est ton meilleur outil que tu as découvert? Le meilleur outil que j'ai découvert, c'est de voir non plus la semaine en ce côté matin, journée, soir ou semaine, week-end, mais de la voir comme en fait des blocs. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la stratégie des blocs, c'est qu'on a 24 fois 7 blocs, donc 24 fois 7 heures dans une semaine, donc on a 168 blocs. Et en fait, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps, mais quand on décompose en fait comment se répartit la semaine, en fait, comment on utilise en fait ces différents blocs, on voit d'un coup qu'on consomme beaucoup de blocs pour pas grand chose en fait. Et donc genre j'ai des amis qui me disent ouais, j'ai jamais de temps, et en fait tu te rends compte qu'elle passe 7 heures par semaine à jouer à Candy Crush. Donc voilà, on n'a pas un problème de temps, on a un problème soit d'organisation, soit de priorité. Et en fait quand tu vois ça te permet de te dire au fait peut-être que j'organise mal ma semaine, et donc tu fais la deuxième étape qui est de te dire ok, j'ai envie de faire rentrer tout ça dans ma semaine, et en fait tu vois que c'est possible. Typiquement si tu dors 8 heures par jour et que tu travailles 8 heures, et il te reste encore 8 heures dans ta journée. Et quand tu dis ça aux gens, les gens ils font non, il me reste pas 8 heures. Mais si, en fait, quelque part, il te reste 8 heures. Et donc t'as dormi 8 heures, ce qui est bien, t'as travaillé 8 heures, ce qui est bien. Allez, t'as fait 1 heure de transport, t'as fait 2 heures de sport, t'as regardé un film, et il te reste encore 3 heures, quoi. Donc c'est cette notion-là que je trouve très intéressant, mais qui après est souvent portée à confusion, parce que les gens disent t'es un robot, tu laisses pas de place à l'imprévu, tout ne peut pas être calculé, mais toi t'as pas d'enfant, blablabla, blablabla. C'est une sorte d'outil, je trouve, qui a été pour moi le plus efficace en tout cas. Et cette notion de se quantifier, moi je me souviens quand je te suivais, je sais plus à quel moment, tu comptais combien tu avais d'objets, combien tu possédais, combien tu possédais d'objets, combien tu bougeais, quelle distance ça te prenait, les mètres par minute, etc. Et je me disais c'est génial puisqu'on a toute cette donnée avec la data qui arrive, et lui en fait il la rend utile pour lui. Après, ouais. C'est pas, je t'ai jamais vu comme un donneur de leçons justement. Non. En tout cas, pour toi, tu t'es approprié ces outils de gestion et de quantification. Et
D'où ça t'est venu? D'où ça te vient, ça? En fait, j'ai une croyance très forte qui est que si tu peux pas le mesurer, tu peux pas l'améliorer. Donc en fait, et dans le sport, c'est assez évident. Les gens aiment bien savoir combien de temps ils font aux 10 km, mais pour plein d'autres choses, en fait, ils ont pas envie de se mesurer, ils ont pas envie de regarder. Donc moi, j'ai commencé à mesurer plein de choses, mais un qui est le plus connu de celui que j'ai fait, c'est quand je suis devenu minimaliste. En fait, un des premières étapes du minimalisme, c'est de se rendre compte en fait à quel point on possède une tonne de choses. Donc, il recommande en début de compter le nombre d'objets qu'on a. Donc, je me suis mis à compter. J'ai vu que j'avais plus de 1200 et quelques possessions. Donc, objets, gadgets, vêtements, tables, tout ça, quoi. Et donc, en gros, ça, c'est le point de départ. Et en fait, quelque part, il y a une sorte de performance. Tu dis, j'en suis là. Et en fait, j'ai vraiment envie d'essayer ce que c'est le minimalisme. Et le minimalisme, il recommande d'être à 200, 250 objets. Ok, je suis au point A. Maintenant, il faut que j'aille au point B. Et je vais faire une succession de choses, en fait, qui vont marcher ou pas, mais qui petit à petit vont m'aider à m'approcher de mon objectif. Mais si je le mesure pas, dans 3 mois, je serai peut-être au même endroit, mais je le saurai pas. Donc, ça commence comme ça. Après, il y a plein de choses que j'ai envie de réussir dans ma semaine ou dans ma journée. En fait, je regarde à quel point j'y arrive ou j'y arrive pas. Et ça me permet d'avoir une vision claire. Et ça me permet de m'améliorer. Et 2 aussi, ça permet de des fois relativiser où t'as l'impression que tu fais rien de ta semaine ou que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et en fait, t'es à 80% de réussite et quelque part, c'est bien. Est-ce qu'il y a des outils que t'as essayés qui n'ont pas marché pour toi? Ouais, celui sur lequel je bloque, et c'est la méditation. Ça fait 2 ans, j'essaye, j'arrête, j'essaye, il y a un truc qui m'échappe. J'ai essayé des applis, j'ai essayé plein de choses, mais ce truc de méditation, je sais que il faut que j'aille là-dedans, mais pour l'instant, j'ai pas les clés du truc. J'ai encore une grosse addiction à mon téléphone quand même. J'ai fait pendant 1 mois sans réseaux sociaux sur mon téléphone. C'était très intéressant comme expérience, mais là je les ai remis et c'est reparti de plus belle. Donc il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Après, je pense on peut pas tout changer, on peut pas tout modifier. Et après, il y a des choses qui arrivent avec le temps, je pense. J'ai essayé de comprendre comment est-ce que tu t'y prenais pour relever un défi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu as effectivement un objectif ambitieux, des étapes pour y arriver, tu te fixes des étapes progressives, et puis tu as toujours, j'ai l'impression, un coach. Alors un coach qui peut être un coach humain, un coach mesure, ouais. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est une bonne analyse de ma méthode qu'un jour j'écrirai peut-être. Mais dans les grandes lignes, il y a ça. La première étape, c'est souvent le pourquoi en fait tu fais tout ça. Les gens veulent courir un marathon parce qu'en fait tout le monde a envie de courir un marathon dans sa vie, puis c'est le truc qui est un peu là que tout le monde met sur sa bucket list, mais en fait tant que t'as pas un vrai pourquoi tu veux le faire, en fait, t'y arriveras pas, cherche pas, parce qu'en fait, il faut que ton pourquoi il soit plus important. C'est Nietzsche qui disait que celui qui a un pourquoi peut vaincre tous les comment. Une fois que t'as trouvé ton pourquoi, moi, j'avais peur de me battre, donc j'avais pas envie de me battre, mais j'avais peur de cette sensation-là. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un combat de boxe amateur en 6 mois, où j'ai toujours eu peur de l'eau, parce que j'ai un peu zappé quand t'es jeune d'apprendre à nager, donc j'ai jamais vraiment appris à nager. Puis quand t'es plus adulte, tu dis pas aux gens que tu sais pas nager, donc tu t'éloignes pas du bateau ou pas trop loin de la mer, et donc tu développes une angoisse par rapport à l'eau de mer, parce qu'en fait tu dis si je suis tout seul à 200 mètres du rivage et qu'il m'arrive un truc, je vais mourir. Et donc en fait tu fixes quelque chose qui a vachement plus de sens. Et donc en fait quand je m'entraînais pour mon triathlon, je me suis fixé un triathlon en 3 mois. Et quand j'avais pas envie d'aller à la piscine, je me disais mais tu vas pas à la piscine pour le triathlon, tu vas à la piscine parce que t'as envie de savoir nager en pleine mer, quoi. Donc ça c'est la première étape. Après la deuxième étape, c'est ce que tu dis, c'est de fixer un objectif quantifié dans le temps avec quand même avec un petit aspect performance. Donc c'est pas je veux être sportif, parce que ça veut rien dire, c'est pas mesurable, c'est je veux faire le triathlon de Marseille en moins de 2h45, il est à telle date, il y a une performance, tu sais voilà ce que tu veux faire. Après tu le décomposes en différentes étapes, avec la stratégie, ce que j'appelle la stratégie des petits succès, c'est que dans des étapes qui sont assez décomposées de manière à ce que t'ailles de succès en succès et pas te faire un claquage sur un truc qui est trop compliqué dès le début. Et après, comme j'aime l'idée d'aller vite, parce qu'en fait on a un temps limité sur cette terre, pour faire ces challenges en si peu de temps, je prends un coach à chaque fois, parce que les 20 premières heures en fait sont les plus importantes, et quand t'es accompagné avec un coach, en fait il te met tout de suite dans la bonne direction et ta courbe de progression elle est beaucoup plus rapide en fait. Où est-ce que t'as appris justement cette méthode, ce process de
De prendre un coach, de fixer un objectif. Quand est-ce que tu as compris qu'il te fallait un why pour aboutir? Le why, c'est Simon Sinek, bien sûr, qu'on connaît tous, qui est inspirant et qui a drivé énormément de changements dans ma boîte à l'époque. Et en fait, je me suis dit, si ça marche pour une boîte, je pense que ça peut marcher aussi pour soi. Et ensuite, c'est avec l'expérience, ça fait maintenant 4 ans que, je sais pas, il y a 4 ans, j'ai dû me faire 2-3 challenges dans l'année. L'année d'après, j'en ai fait 10. Là, je vais être à une vingtaine et peut-être j'en ferai encore plus. Alors après, on dit souvent, tu t'arrêtes jamais et t'en as jamais assez. Moi, quelque part, oui. Mais c'est pas que des défis. Tu vois, j'ai des potes qui font des défis pour le coup. Genre, ils montent l'Himalaya en vélo. Enfin, le mec, il fait Paris-Dakar en vélo. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même très, très haut niveau comparé à ce que je fais. Moi, l'idée, c'est juste d'aller chercher, en fait, chaque année, les différentes peurs que je peux avoir ou de rajouter des compétences. Et en fait, je trouve que l'humain, il est sans limite. Enfin, là, il y a encore un exemple il y a pas longtemps. C'est le Kenyan qui a fait le marathon en moins de 2 heures. Même si c'est pas vraiment un marathon parce qu'il est tout seul et tout, mais globalement c'est fou. Et quand tu vois ça, tu montres que c'est possible. Et en fait, les challenges sportifs sont intéressants parce qu'en fait tu le vois tout de suite. C'est-à-dire si demain je te dis viens, toi et moi on va faire un Ironman, tu verras qu'au bout de 6 mois, en fait tu le verras que ton corps il change, tu verras qu'il se passe des trucs. Et donc tu le sens, tu le vois et tu dis que c'est possible. Après il y a plein de challenges intellectuels, mentaux, que ce soit la méditation, lire un livre toutes les semaines, réapprendre une langue. Il y a plein d'autres choses en fait qui peuvent être mis. Et quand tu vois que sur le physique ça marche, tu te mets à penser que mentalement tu peux aussi y arriver, quoi. Une de tes particularités, c'est que tu partages. Alors tu le montres aux autres sur Instagram, tu montres tes entraînements, tes performances, mais tu invites aussi les autres dans une démarche similaire à la tienne. Je me souviens d'un moment où tu avais publié un peu la liste de tes envies et de tes projets en disant qui veut faire avec moi un élément de cette liste-là. Ouais. Voilà. Et est-ce que ça t'est toujours venu, c'est-à-dire de se dire allez, je vais faire des choses ensemble? Je sais pas, à l'école, t'étais comment quand tu voulais faire une bêtise, t'entraînais les autres? Jusqu'à 15 ans, 14 ans, je sais plus, la quatrième, j'étais un garçon très timide, très introverti, très rêveur, et donc c'était pas du tout ça en fait. Et le fait de redoubler, mine de rien, était une bonne chose, parce que ça m'a aidé à avoir un peu plus confiance en moi, mais j'avais pas du tout ce côté leadership ou fédérateur ou machin. Puis il y a pas les réseaux sociaux à l'époque, donc voilà. Et c'est en arrivant à Paris à 18 ans, où j'ai travaillé 7 ans dans le monde de la nuit, où en fait là, j'ai vraiment repris confiance en moi et j'ai développé cette faculté et cette envie de montrer, en fait, d'être un peu le centre de l'attention. Et après, j'ai bifurqué en me disant que là, c'était être le centre de l'attention et être très égoïste, et qu'en fait, ça avait pas trop de valeur et pas trop de sens, et que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui me détestent ou qui critiquent ce que je fais, parce qu'il y avait ce côté trop égocentré. Alors que maintenant, j'ai plus cette approche de dire, en fait, ça m'anime ce que je fais là, de me challenger chaque jour. Et en fait, si je peux en inspirer un ou deux, génial. Et puis voilà, quoi. Ok. Moi, je voyais le côté généreux de l'approche. Ouais, il y a en fait, déjà, en fait, c'est l'idée de partage, je pense, qui est important. Donc dans le partage, je pense qu'il y a le côté générosité. Il y a le côté aussi où tu découvres des choses, et je trouve que c'est juste dommage de pas les communiquer au plus grand nombre. Et puis j'ai la chance d'être à l'aise à la vidéo, de connaître un peu les réseaux sociaux, donc voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est une source de motivation aussi, parce qu'en fait, d'avoir des gens qui t'inspirent, d'avoir des messages qui te remercient, ou d'avoir des gens même qui te suivent. On le voit souvent sur Instagram, les gens qui veulent perdre du poids, ils créent un compte Instagram où ils sont très très gros, et puis ils commencent à documenter un peu leur process, et en fait, quelque part, ils ont un fan club qui les soutient. Là, c'est un peu la même approche. Là, j'ai eu un problème à mon genou aux 20 km de Paris, j'ai posté la vidéo, j'ai eu plein de gens qui m'ont aidé, plein de conseils. Donc en fait, tu crées une sorte une sorte d'esprit d'équipe, quoi. Je trouve ça sympa. Tu disais que tu avais des détracteurs, enfin des gens qui t'aimaient pas. Je pense qu'on en a tous dans notre vie, mais le fait que tu en parles, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu retournes ça pour toi, en fait? Comment est-ce que tu l'intègres et tu t'en sers? Vaste question. Je pense que plus t'es médiatisé et plus t'as des
bipolarité qui se crée. En fait, quand t'as une petite vie normale et que tu postes pas beaucoup sur les réseaux et que voilà, forcément tu touches moins de gens, donc t'as moins de détracteurs. Hein, ça, c'est assez normal. Et qu'après, plus tu commences à augmenter ta notoriété, on va dire, plus t'as des gens qui te détestent fortement et plus t'as des gens qui t'admirent pour ce que tu fais. Et en fait, c'est très compliqué parce que les détracteurs sont souvent publics et ils y vont franco, ils balancent ça en ligne, et les gens qui sont plutôt admirateur de ce que tu fais, c'est plutôt en privé, donc et il y en a beaucoup moins, hein. Généralement c'est un ratio de 1 sur 10, hein. Pour une personne qui dit que c'est bien, t'en as une dizaine qui disent que c'est nul. Après, avec l'expérience, j'ai eu la chance, enfin, là je mets entre guillemets bien sûr, de vivre des gros bad buzz dans ma vie, des grosses polémiques, dont une très 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 dure, et qui fait que au bout d'un moment en fait tu te fortifies et tu te dis je dirais pas que t'apprends à vivre avec, parce qu'en fait c'est jamais agréable, mais t'apprends à soit à plus les voir, soit à te dire qu'en fait tu le fais pour toi à la base, et tu le fais encore moins pour eux. C'est au pire avoir des gens qui te font des critiques constructives, c'est super intéressant et tu prends le temps d'échanger avec eux. Les gens qui arrivent qui disent que t'es juste un connard, sans fondement, au final ça passe quoi. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne à ton entreprise ou à l'entreprise que tu as créée. Comment est-ce que tu choisissais les personnes avec qui tu voulais travailler? Parce que je me dis, quand on est quelqu'un comme toi qui se challenge, je me demande comment est-ce qu'on est avec les autres avec lesquels on va travailler? C'est-à-dire, comment est-ce que tu recrutais? Avec qui tu avais envie de travailler? Avec qui tu t'associais? C'est une bonne question. Nous chez Minute Buzz, on avait quand même ce prisme de prendre plaisir à divertir. Donc on est une boîte de divertissement basée sur l'humour, sur le fun, le ton léger. Donc il fallait quand même que la personne ait dans sa façon d'être ce côté-là, quoi. Ça c'était le premier point. Et le deuxième point, on a réussi à survivre sur ces 10 dernières années dans un milieu qui bouge tout le temps, qui est les plateformes sociales, en ayant une culture du changement et du je teste et j'essaye, quoi. Et en entretien, j'allais fortement sur le fait que le changement, alors tout le monde aime le changement, mais les gens aiment pas changer. En fait, tu t'en rends compte, assez vrai quand même. Et en entretien, ils sont toujours chauds. Ouais, c'est génial le changement, j'adore. Puis au bout de 3 mois, ils font j'en peux plus. Donc en fait, on axait vraiment sur ce côté. Nous, on est là pour dans les valeurs, il y avait le challenge en fait. Donc est-ce que t'es ok pour te challenger et être souvent remis en question? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que t'aimes le changement, c'est-à-dire est-ce que t'es pas romantique sur des façons de faire, c'est-à-dire t'es venu là pour faire des vidéos courtes et carrées, dans 6 mois on va peut-être faire des vidéos longues et verticales, est-ce que c'est ok pour toi? Oui. Et puis la troisième, c'est que travailler avec moi, c'est être avec quelqu'un qui va alors j'ai amélioré ça un peu, mais c'est vrai qu'au début je disais c'était jamais assez bien et que je poussais. Et j'avais ce truc assez récurrent de ok, si tu peux le faire en 20 minutes, ok, je reviens dans 5 minutes, quoi. Et en gros, il y avait ce côté ce challenge bienveillant, mais qui mettait un peu la pression quand même, mais que j'ai retravaillé avec le temps quand même en 10 ans. On pose cette question à tous nos invités. Est-ce que tu peux nous raconter un succès professionnel dont tu es fier? Alors ça peut être lointain ou récent, ça peut être un énorme truc ou quelque chose de petit. Des succès, il y en a eu plein. Comme des échecs, il y en a eu plein. Là, tous les premiers trucs qui me viennent en tête, c'est le fait d'avoir su conserver une relation de 10 ans avec mon associé. Quand je vois les histoires autour de moi d'entrepreneurs, d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent et qui veulent monter leur boîte, je vous conseille vraiment d'être à deux, parce que tout seul c'est compliqué, mais à deux c'est aussi d'autres problèmes et qu'il faut vraiment bien choisir son associé. Un peu comme un couple, hein, mais que les problèmes entre associés sont des problèmes récurrents et des causes, et une des causes principales, je pense, dans le fait que les boîtes meurent. Donc, premier succès, je pense, ça fait 10 ans et on est toujours là, on est toujours soudés, on s'entend toujours bien, et même s'il y a eu des gros hauts et des gros bas, on est toujours raccord, donc c'est quand même cool. Et les deux autres succès que je citerai, c'est des succès pro, c'est d'avoir fermé le site en 2016, d'avoir eu un parti pris fort et d'être allé jusqu'au bout et de se dire que toute une génération n'ira plus sur www, sur des sites internet, mais ira directement dans les plateformes. On a fait ça en 2016. Donc, on a supprimé les 25 000 articles qu'on avait mis en ligne et on a fermé le site et c'était génial ce mouvement parce que on est passé du site un peu lol à un groupe média innovant qui fait des trucs de fou. Et on s'est mis à fond dans la vidéo et à fond dans les plateformes sociales et c'est ce qui fait qu'on a survécu les 4 années qui ont suivi. Et le dernier, c'est le fait de croire au vertical.
L'idée, on l'a eu en mi-2018, on a mis quasiment 9 mois à la déployer, mais en début d'année, on est devenu 100% vertical, donc tous nos contenus vidéo sont verticales. Parce qu'on a vu ce changement d'usage où maintenant les gens créent directement avec le téléphone en vertical, l'avènement des stories, de TikTok, de Snapchat, tous ces voyants qui ont fait qu'en fait, bah voilà, ça y est, maintenant la verticale, c'est prouvé, c'est quand même le format sur lequel il faut aller. Donc je suis content de ça. Sur ces deux derniers sujets-là, enfin le premier c'est la fidélité avec l'associé, Ouais. j'imagine la persévérance aussi en plus de la fidélité. Ouais. Sur les deux autres qui sont des changements stratégiques, ce que je comprends c'est que le premier de fermer le site, c'était pas calculé depuis le départ. L'objectif n'était pas à terme de fermer le site pour devenir un fournisseur média. Bah, en fait, à la base, on avait, en fait, c'est deux, enfin, il y a plein de raisons, mais c'est un truc que je reproche quand même souvent dans ce que j'entends, c'est que là encore, en ce moment, les gens disent ouais, TikTok c'est pour les gamins, c'est nul. Et la plupart des gens qui disent ça, ils y sont jamais allés ou ils ont jamais essayé par eux-mêmes. Ça, c'est le premier point qui est le plus important. Le deuxième que je vois aussi souvent, c'est par exemple les médias, quand l'algorithme a changé début 2018 sur Facebook et qu'ils ont perdu 80% de trafic, ils ont gueulé. Alors déjà, j'étais là, mais déjà là-bas, c'est gratuit. Donc, ok, tu gueules, mais c'est gratuit quand même. Et en plus, tous les voyants étaient là pour te montrer qu'il fallait changer et pour te montrer que ça allait arriver. Mais t'as voulu rester tête baissée dans ce que tu sais faire. Et donc, en fait, si t'arrives à réaliser que ces deux choses-là sont des trucs très communs qui font que les gens vont pas au bon endroit ou au bon moment, et ben en fait, quand t'es bon là-dedans, t'arrives à déceler les tendances et t'es pas visionnaire ou t'es pas un mec qui voit dans le futur, c'est juste t'es bien ancré dans le présent. Et quand on avait notre site internet mi-2015 et qu'on a vu que le trafic commençait à chuter et que les plateformes juste asphyxient, en fait, elles étaient en train d'asphyxier les clics sortants et que on a vu l'émergence de la vidéo, bah moi je me suis mis à poster des vidéos, à voir ce que ça donnait et je me suis rendu compte qu'il y avait un switch qui était en train de se faire. Donc de quelque chose qu'on voyait fortement arriver, mais que en fait tout était là pour le voir. On n'a rien inventé, hein. C'était pas une prédiction en fait, c'était en train d'arriver. Comme là en fait. Toute personne qui passe pas des heures sur TikTok là en ce moment et qui travaille dans le digital juste a pas compris en fait ce que ça se passe en ce moment sur TikTok. Bah c'est la même chose. Et donc en fait c'est un peu cette méthodologie là. Et en fait et moi je suis un vrai partisan de faire, c'est-à-dire que sur TikTok j'ai créé 200 vidéos moi à titre perso. Quand j'ai voulu comprendre les podcasts j'en ai créé 60 des épisodes. Et donc voilà, l'idée c'est pas de sorte de vision, c'est juste de regarder à l'instant T qu'est-ce qui se passe et où ça va. Et en fait, tout est là pour savoir où ça va en fait. Donc ce que je comprends, c'est que tu fais partie de l'aventure, de l'évolution, parce que tu testes, tu participes, tu mets en place. Tu partages aussi. Maintenant que tu en parles, j'ai des souvenirs anciens, enfin de quelques années, où tu annonçais un peu à l'avance que tu étais en train de tester des vidéos, et que tu voyais déjà que ça émergeait plus que ça. Mais on se disait oui, il est en train de faire un test comme il en fait d'autres. Mais en fait, toi quand tu ressens quelque chose, tu vas le dire, l'annoncer et le partager en dehors de ta boîte aussi. Ouais, alors peut-être tu fais référence à 2017. En fait, je faisais un vlog, donc je faisais une vidéo tous les jours où je documentais en fait mon aventure entrepreneuriale, qui a été très très critiquée d'ailleurs. Mais c'était un peu la même chose que mes challenges. C'était qu'en gros, j'avais la chance d'être à la tête d'une boîte qui est leader sur les plateformes sociales et qui poste des milliers de vidéos par mois, donc une data folle en fait. Et donc j'avais accès à des trucs de fou et je me suis autant le donner aux gens. Pour plein de raisons, parce que je trouve que c'est un super outil de com déjà. Ça montre en fait ce que tu fais, ça montre qui t'es, ça montre où tu vas. Et l'autre chose aussi, c'est que je me suis rendu compte, c'est que les idées, tu peux en donner 1000. C'est l'exécution qui compte derrière. Et pareil, j'ai donné une conférence à Annecy il y a 2 semaines et il y a un petit jeune, il me pose une question et je lui dis c'est quoi ton idée? Il me dit je peux pas le dire. Je dis mais en fait, dis-la ton idée parce que déjà le fait de le dire, tu vas pouvoir la challenger, la remodifier. Et donc voilà, et donc là je dis à tout le monde d'aller à fond sur TikTok et tout le monde va entendre ça. Tous les gens qui vont entendre ça dans 8 mois, ils vont se dire ah merde, j'aurais dû le faire. Bah oui, mais voilà. Et les podcasts, parce que moi je me souviens très bien de ton expérience de podcast par jour. Je me disais, moi déjà avec notre podcast hebdo, c'est difficile. Qu'est-ce que t'en as retiré? Qu'est-ce que t'en penses de ce milieu du podcast? Alors, déjà mes podcasts et les tiens sont vraiment différents. Moi, c'était quand même plus un format quotidien, donc tu vois, du 5 quasiment. minutes, très simple à faire. Et voilà, enfin c'est un style en fait différent.
Moi, j'adore les podcasts parce que je trouve que on est en train de rentrer dans l'ère de l'audio en ce moment, parce que les gens réalisent enfin que l'audio, les gens trouvaient que c'était lent, mais en fait, non, parce que c'est lent dans l'idée, hein, mais ça peut être couplé à d'autres choses. Donc, tu peux écouter un podcast dans le train, en faisant ta vaisselle, en courant. Donc, en fait, tu peux faire deux choses à la fois. Et donc, d'un coup, ça prend vraiment de la valeur. C'est très simple à faire. Dans le sens technique, je parle. Tu peux télécharger l'appli Anchor, ANCHOR, qui permet de faire un podcast directement avec ton dictaphone sur ton iPhone et ça gère la diffusion pour toi. Tu peux avoir le petit outil qu'on a en face de moi là, qui est très bien. Et surtout, ça te permet de pouvoir grandir par la force de ton relationnel, c'est-à-dire que tu trouves quelqu'un d'intéressant, tu vas chez lui et tu lui poses des questions et ça fait ton podcast. Donc je crois beaucoup dans l'audio et c'est marrant, il y a un truc que je suis en train de remarquer, c'est que je consomme de plus en plus d'audio en vidéo. Ça veut dire je consomme non plus des podcasts sur les plateformes podcasts, mais je consomme des podcasts sur YouTube que je ferme dans ma poche. Donc en fait, j'ai le son mais pas l'image. Et c'est une tendance, je suis allé creuser, qui est de plus en plus populaire aux États-Unis. Donc en fait, la vidéo est en train de porter aussi ce côté un peu audio. Voilà, j'ai un peu perdu le fil de ta question. Et ce que j'en ai tiré de cette expérience, on voulait se lancer dans les podcasts. Je me suis dit, ok, je vais en faire une centaine en 100 jours. Comme ça, moi, je serais fixé. Au début, c'était catastrophique. Je savais pas monter. Au début, on a voulu les faire sur des logiciels. Je sais plus ce que c'était, GarageBand ou des trucs comme ça. Là, des trucs trop compliqués, là. Après, tu découvres les nouveaux logiciels. Après, au début, t'es super chaud parce que les 15 premiers jours, t'as 15 sujets. Voilà. Puis au bout de 15 jours, tu fais, merde, j'ai dit tout ce que je savais. Va falloir que je trouve des sujets. Donc là, tu te mets à prendre ça en tête et à dire, ok, qu'est-ce qui peut être contenu dans ma journée? Tu commences à prendre des notes, à dire, ouais, j'ai parlé de ça, ok, je le note, je le dirai demain. Et donc, en fait, ça te structure énormément. Ça te permet aussi de voir les complétions sur tes podcasts, qu'est-ce qui marche pas. Ça te permet d'apprendre aussi à comment médiatiser ton podcast sur les autres plateformes, tu vois. Donc c'est comme la salle de gym en fait. J'ai une copine qui veut faire écrire des vidéos et jouer dans ses vidéos et elle en fait qu'une de temps en temps. Et je lui dis mais c'est comme la salle de sport en fait. Si demain tu veux être bon en sport, va souvent à la salle de sport et donc là fais souvent des vidéos. Et elle me dit oui mais pourquoi quel intérêt? Je dis fixe-toi un challenge d'en faire 30 en 30 jours, ça va te forcer sur ton talent créatif d'écriture et d'acting. Et en fait elle en a fait 30. Au début c'était pas top, puis ça s'est amélioré, puis c'est devenu de mieux en mieux. Et à force de les mettre, au début elle voulait pas les mettre en ligne, puis après elle les a mis en ligne, puis là il y en a une qui a marché, elle a commencé à avoir des entretiens dans des trucs de comédie et tout. Donc ouais, voilà. Faut s'y mettre, faut mettre les mains dedans, faut lancer l'engrenage. Ouais, on cherche. On a tout le temps des excuses. C'est marrant parce que là vous pouvez pas voir, mais je filme une petite partie et j'ai posé une bouteille pour tenir le portable et j'étais avec une nana qui veut se lancer dans les podcasts et je lui dis mais tu devrais te filmer en même temps. Elle fait ah ouais mais attends il faudrait que j'achète un stabilisateur. Je suis mais non. Et là j'ai pris la bouteille de Coca qui était sur la table et j'ai fait tenir le téléphone et je lui dis voilà là tu peux y aller. Ou comme le sport, ouais il me faut que je m'inscrive dans une salle ou il me faut des nouvelles baskets. Enfin en fait je pense que le cerveau de toute façon est programmé pour te trouver des excuses pour pas que t'aies mal. Et donc en fait, il faut déjouer ces trucs-là. Et le meilleur moyen de déjouer ces trucs-là, c'est juste de se lancer tout petit. Là, je coach un pote Camille en remise en forme, et je lui ai dit, ok, tu cours un pâté de maison. Et il m'a trouvé ça ridicule au début. J'ai dit, si tu cours un pâté, donc il a couru 2 minutes, je crois, un truc comme ça. Il est remonté chez lui. Il m'a dit, j'ai à peine transpiré. Je dis, ok. 3 jours plus tard, tu vas faire 2 tours de pâté de maison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de commencer vite pour apprendre vite et pour juste se décomplexer sur les choses. Il y a une courbe, je me souviens plus comment elle s'appelle, c'est en gros au début t'es super en confiance et puis au bout d'un moment tu te rends compte que c'est super méga compliqué, donc là t'es dans la vallée de je sais plus quoi, de la remise en question, puis après tu commences à vraiment... C'est la courbe du deuil? Je sais plus comment elle s'appelle. Mais là c'est pareil, je veux faire un Ironman en juin et ça me paraît mais juste surhumain. Là juste avant qu'on se voit, j'ai fait ma première sortie longue, j'ai fait 70 km de vélo, j'ai cru que j'allais mourir. Tu vois, et il y a plein de choses que je comprends pas encore. Comme là, j'ai réussi à connecter plein de data, parce qu'en fait, c'est un sport de geek, l'Ironman. Et au début, c'était du charabia pour moi. Et en fait, faut juste y aller, quoi. Mais on regarde trop l'objectif lointain, et d'un coup, ça nous fait peur, et on pense que c'est irréalisable, alors qu'en fait, il faut le décomposer et regarder quel est l'objectif demain. Est-ce que dans ta vie professionnelle, on va dire, tu as eu des mentors ou des personnes que tu as vraiment admirées, que tu as côtoyées, où tu t'es dit, ça, leur comportement, j'aimerais que ça déteigne sur moi?
J'ai la chance d'être en coloc avec un mec extraordinaire qui est mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, et qui est juste un mec brillant. Donc je pense que ça a énormément joué. Ça fait 2 ans qu'on est en coloc ensemble. Ensuite, j'ai des mentors digitaux. Moi, je suis un grand partisan que l'école, ça sert à rien, donc je vais me faire clasher là-dessus, mais bon, et qu'en gros, le savoir est maintenant disponible à tout moment, et que en fait, tout est disponible. Dès que tu veux savoir faire quelque chose, tu vas sur Google, sur YouTube, il y a un tuto pour le faire. Mais il y a aussi l'accès à des gens incroyables, Simon Sinek, Gary Vee, Tony Robbins, tous ces mecs-là qui sont des grands gourous de notre génération. En fait, peut-être qu'il y a 50 ans, on n'aurait jamais eu ça, accès à cette info. Maintenant, ils publient des vidéos tous les jours. Gary Vee, si t'aimes le digital et le marché du social, bah franchement, si tu suis pas ce mec-là, tu loupes un truc, quoi. Donc je me suis forgé une liste de mentors digitaux que j'ai pas côtoyé encore malheureusement, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Et après je suis coaché. Donc sur le sport, j'ai toujours un coach sportif qui est un ami à moi qui me suit sur tous mes sports. J'ai ensuite un coach par challenge. Donc quand j'ai fait mon combat de boxe amateur, j'ai un coach de boxe, là j'ai un coach d'Ironman. J'ai un coach en management qui me coach sur le lean management. Donc c'est un système de pensée et de mindset qui est extraordinaire, qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur. J'ai un coach, c'est pas un psy, mais c'est un peu dans le même esprit, donc je le vois toutes les 2 semaines. J'ai la chance de pouvoir m'offrir ces services-là, hein. C'est sûr, c'est un luxe quelque part, mais c'est important le coaching en fait à tous les niveaux. Coaching et mentorat, je pense que c'est des clés c'est des clés de la réussite et des clés pour vraiment réussir. Et ensuite, le mentorat, on peut le trouver à tous les niveaux. Il y a encore longtemps, avec Laure, on s'est dit, Laure, elle voulait absolument être entourée par des femmes qui ont réussi dans notre secteur. Bon, et en gros, on a trouvé 3 nanas qui étaient des gens très très haut placés dans notre secteur. Et en fait, on leur a juste vendu un petit déj une fois par trimestre, où en fait, on petit déjeunait avec elles dans un bel endroit. Donc voilà, ça coûtait peut-être 200 € le petit déj, mais on passait 1h30 avec ces 3 femmes-là. Et en fait, il y avait un vrai échange et t'aurais pu penser qu'il fallait les payer une fortune ou qu'elles auraient jamais dit oui, mais en fait, elles ont dit oui et tous les trimestres, on les voyait. On leur donnait nos problématiques. Ce qu'on appelle un shadow comex, en fait, quelque part. Mais vous les voyez ensemble? Elles étaient... Ouais, les 3, on les faisait venir au petit déjeuner. Donc, déjà, c'était 3 nanas du même secteur, donc c'était assez cool. Il y avait Laure et moi, et on était tous les 5. Et en fait, on arrivait, nous, avec un ordre du jour de problématiques qui étaient des problématiques que nous, on voyait en tant que start-up. Donc, plutôt agile, un peu nouveauté. Donc, quelque part, il y avait un côté un peu sympa pour elle. Puis elle nous faisait un retour d'expérience. Et donc, en fait, ce type de mentorat, tu peux l'avoir de manière assez facile. Sur LinkedIn, peut-être pas taper trop, mais tu peux déjà commencer par quelqu'un qui est peut-être plus accessible, mais qui au moins a réussi dans ce que tu fais. Une des étapes aussi dans mes challenges, c'est ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est aller voir ce qui se fait de mieux dans ce que tu veux faire. Et donc, j'ai passé 2 semaines à rencontrer plein de gens qui ont fait des Ironman, plein de nanas qui ont fait des Ironman, etc. Et donc, quelque part, et maintenant, dès que j'ai des questions, je leur demande, tu vois. Et bon, pour l'instant, je sais pas ce que ça leur apporte pour eux, mais en tout cas, moi, je me sens entouré, en tout cas, pour y arriver, quoi. Bah, c'est sûrement valorisant pour eux de toute façon, d'avoir quelqu'un qui leur demande conseil. Le partage, on revient encore avec cette notion de partage, tu vois. Ouais. Qui est, je pense que dans tout ce qu'on fait, quelque part, on a envie de partager, tu vois. Et est-ce que toi, à ton tour, tu es le Simon Sinek de quelqu'un et Simon Sinek, le coach, le gourou, le mentor? Mais je coach des personnes sur je sais pas comment appeler ça parce qu'en fait il y a les mots qui viennent, c'est comment tu vois, son haut potentiel ou sortir le meilleur de soi-même, mais bon, je trouve ça un peu galvaudé tous ces trucs là, donc c'est plus en fait j'accompagne des gens sur comment arriver à atteindre un des objectifs précis. J'aide une pote sur ces trucs d'acting, j'aide un pote à se remettre au sport, je coach un ami à moi en management, donc voilà, pour l'instant je le fais de manière un peu comme ça. Mais maintenant que je suis plus chez Minbuzz, je vais avoir du temps, donc c'est quelque chose, je pense que je vais peut-être avoir plus de temps pour en faire. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui? Tu as beaucoup côtoyé chez Minbuzz. C'est pas comme ce que vous pensez. C'est une bonne question. Moi, je pense la génération que j'ai eu la chance d'embaucher, qui sont plutôt des 20-30 ans, on va dire, actuellement là, on est trop biaisé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ces mecs qui plaquent tout pour aller faire le tour du monde ou toute cette mode de vouloir être entrepreneur. Déjà, je veux dire un truc qui est clair et net, être entrepreneur, c'est pas cool. Franchement,
En fait, les gens, je pense que c'est comme les gens qui veulent être millionnaires ou milliardaires. C'est un moment être millionnaire ou être entrepreneur qui réussit, mais c'est une sélection naturelle qui est incroyable. Et donc, déjà, il y en a que 5% qui passent ce truc-là. Et en plus, ceux qui ont réussi, on montre ceux qui ont réussi, mais il y en a qui ont réussi au bout de 10 ans, au bout de 5 ans de galère, etc. Donc, je pense que les gens, ils oublient à quel point c'est compliqué tous ces trucs-là. Et après, pour les gens qui rentrent sur le marché du travail, je pense qu'ils ont tendance à trop vite soit ils arrivent avec une idée trop préconçue et en fait, d'un coup, ils sont pas en phase avec ce qu'ils veulent, ou alors ils veulent changer trop vite. Quand tu vois que le turnover moyen dans le digital, je crois que c'est 2 ans ou 3 ans, c'est court quand même. Et c'est marrant parce que chez Minbuzz, on est 80 et en gros, il y en a une quinzaine qui sont là maintenant depuis 3, 4, 5, 6 ans. Et en fait, tu crées une relation qui est fondamentalement différente. Et c'est comme une association, je pense, c'est comme un couple. C'est qu'au bout d'un moment, bah ouais, il y a eu des moments, des hauts, des bas, ça s'est gueulé. Il y a des années, ils ont pas eu ce qu'ils voulaient, d'autres oui, etc. Mais au final, je trouve que tu gagnes un peu plus à rester plus longtemps avec quelqu'un. Alors après, évidemment, si ton manager c'est un gros con et que la boîte elle va je sais pas où et qu'elle est contre tes valeurs, oui, va-t'en, il y a pas de problème. Mais ouais, un peu plus de persévérance. Et ah oui, il y a un autre truc aussi, c'est que je trouve qu'on se focalise trop sur l'argent. C'est-à-dire, je veux une augmentation, je veux de l'argent, je veux du salaire, je veux une augmentation. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui va rendre plus heureux. Je l'ai vu, hein, c'est pas parce que t'as tes 5 ou 10% d'augmentation par an. Déjà, à partir du moment où tu l'as, t'oublies, parce qu'en fait, c'est un acquis, ça y est, tu penses à autre chose. Donc, en fait, focalisez-vous plus quand même sur quels sont les projets que me donne ma boîte, quelle est mon autonomie, est-ce que je suis respecté pour ce que je suis, quoi, plutôt que d'aller sur cette quête permanente de juste se focaliser sur l'argent, quoi. Et je dis pas ça parce que je suis un patron d'entreprise et que ça me permet de moins payer les gens, parce que des fois j'entends des trucs comme ça. Mais non, c'est juste que, ou pareil, je l'ai vu plein de fois ça, les gens veulent partir et t'as le patron, même nous on l'a fait, hein, ah non mais allez, je t'augmente. Mais ça tient pas en fait, parce que c'est pas très valorisant. Ouais, fondamentalement, c'est pas l'argent qu'on cherche. Et il y a plein d'études qui le montrent sur ça, que le soi-disant bonheur est une courbe qui va dans l'autre sens à partir d'un certain seuil. Et puis il y a plein de gens qui sont millionnaires, qui sont malheureux. Il y a pas de règle. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver un projet dans lequel on te laisse faire des choses et surtout dans lequel il y a une croissance. Tu sais, on dit souvent que, enfin, en tout cas moi, ce que je pense, hein, vraiment, c'est que t'es heureux quand t'as l'impression de servir à quelque chose et qu'en plus t'as l'impression de progresser, quoi. Est-ce que tu te lancerais dans une définition de la réussite ? Moi, je pense que la réussite, c'est quand t'es OK et serein avec ce que t'es maintenant. Très bien, c'est bien. Ça va nous sortir ça comme ça. C'est bien, non mais ouais, je suis d'accord. Ouais, je pense que c'est un peu ça. Et je l'associerais pas à un objectif, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous dire aussi comment est-ce que tu arrives à décompresser ? Alors, je me demande si on recommence pas la conversation à zéro. Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu te dis, tiens, est-ce que tu as un bloc vide ? Non, je pars de loin, donc j'avais cette culture de dormir c'est tricher, tous ces trucs-là. J'ai un peu changé quand même. J'essaie de me reposer un peu plus. J'ai ma petite séance de massage chaque week-end, massage thaï, qui pendant 1 heure, je laisse ma tête vagabonder. J'essaie la méditation le matin, mais j'y arrive pas. Je trouve que le sport est un bon compromis parce qu'en fait, quelque part, ça te remet à zéro, ça te permet de te décompresser. Sans pour autant, je sais pas, je trouve que c'est un bon compromis. En plus, tu fais du bien à ton corps, t'es en meilleure forme, donc non, c'est top. Mais non, je joue pas aux jeux vidéo. J'ai la lecture qui me détend un peu, mais je dors beaucoup. Hein, je dors entre 7 et 8 heures tous les jours. Moi. Un livre à nous conseiller ? Ouais, il y en a plusieurs. Dans ceux que j'ai bien aimés, j'ai les 12 règles de la vie de Jordan Peterson, que je trouve pas mal. Un que je recommande le plus, c'est Le pouvoir des habitudes, qui est une couverture jaune sur Amazon, je crois, qui explique à quel point notre corps est nourri d'habitudes conscientes et surtout inconscientes, et à quel point on peut les modifier et les détecter. Et j'ai fait plein d'expériences là-dessus, c'est trop drôle. Il y a Homo sapiens et Homo Deus, qui sont quand même des bouquins assez fous. Et un bouquin qui moi m'a le plus chamboulé dans tout ce que j'ai lu, je pense, parce qu'il m'a mis sur une voie, mais qui est à lire avec précaution, qui met sur la voie de la collapsologie, c'est Comment tout peut s'effondrer de Pablo Sévigné, et qui m'a ouvert les yeux sur un monde que je voyais mais que je ne comprenais pas en fait.
Et avec cette phrase qui est les gens savent mais ils ne veulent pas croire, et ce bouquin te permet de croire ce que tu vois et que le monde est en danger et de réaliser certaines choses. Après, quand tu lis ce bouquin, t'as une phase de deuil quand même. Après, t'es pas très bien pendant quelques mois. Et après, comme dans chaque deuil, t'as les étapes. Après, t'es agressif, puis après, tu pleures, puis après, tu dis OK. Et en fait, t'as une certaine résilience et tu dis OK, maintenant que je vois ce qui va se passer, qu'est-ce que je fais, quoi. Un podcast à nous conseiller ? Alors, j'ai arrêté d'écouter des podcasts dans le sens podcast du terme. C'est-à-dire, je l'écoute plus sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je suis sur YouTube et je vais plutôt aller chercher des chaînes du coup. Ouais, ou des vidéos longues. Ou tu vois, j'ai vu l'interview de Pablo Sévigné et Nicolas Hulot au Climax. C'est un truc qui dure 2 heures. Je consomme un quart d'heure à l'aller et un quart d'heure au retour sur mon scoot. Donc tous les jours, je prends une demi-heure. Ou Gary Vee, c'est celui que j'écoute le plus. Donc ou comment elle s'appelle c'est une chaîne YouTube qui est géniale, c'est Sphinx quelque chose, c'est en noir et blanc. Ils ont fait Pablo Sévigné, ils ont fait l'autre et tout, c'est génial, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je te retrouve le nom. Ouais, et si tu le retrouves, on le mettra en commentaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel ? C'est vraiment quand il y a une phrase qui me fait écho, je sais pas pourquoi, je vous le recommande, il est incroyable, c'est le documentaire sur Bill Gates sur Netflix, il est top, et on lui pose la question de quelle est pour toi ta pire peur, et il dit que mon cerveau s'arrête de marcher. Et moi, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est toujours avoir un peu ses yeux d'enfant sur le monde et de croire que tout est possible, quoi. Ouais, merci. Je te le souhaite. Merci. Merci Maxime, merci beaucoup. Avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.